Dans une petite ville nichée entre des collines imposantes et des forêts profondes, circulait l'histoire de Tonnerre, un berger allemand au regard perçant et au cœur généreux, dont la loyauté était unanimement reconnue par les habitants. Son allure majestueuse et sa vigilance attentive contrastaient avec la sérénité de son tempérament, faisant de lui une figure presque légendaire pour tous ceux qui connaissaient ses exploits. Il n'était pas rare d'entendre des récits sur la façon dont il avait sauvé des enfants de la noyade dans la rivière qui traversait la région, ou donné l'alerte pour des incendies avant même que les premières étincelles ne se transforment en flammes dévastatrices. Tonnerre était arrivé dans la famille Dubois alors qu'il n'était qu'un chiot, lorsque Michel et Catherine décidèrent qu'ils avaient besoin d'une protection supplémentaire pour leur ferme située en lisière de la ville. Ce qui avait commencé comme une relation utile se transforma rapidement en un amour inconditionnel. Le berger allemand grandit fort, développant un lien spécial avec chaque membre de la famille, mais montrant une protection presque paternelle envers les enfants du voisinage qui venaient souvent s'amuser sur la propriété. Au fil des années, Tonnerre s'était déjà distingué par son courage inébranlable, mais un récent accident, survenu alors qu'il tentait désespérément de protéger sa famille, l'avait gravement blessé, compromettant sa mobilité et le faisant souffrir à chacun de ses pas. L'incident avait eu lieu lorsqu'une vipère s'était dangereusement approchée de Sophie, la fille de 7 ans du couple. Sans la moindre hésitation, Tonnerre s'était interposé et avait intercepté l'attaque, recevant une morsure profonde à la patte arrière droite. Bien que les vétérinaires aient fait tout leur possible, le venin avait causé des dommages importants au tissu musculaire. La convalescence serait lente et probablement incomplète. Pendant des semaines, la famille assista, le cœur serré, à la détresse de ce chien autrefois si agile et plein d'énergie, qui se déplaçait désormais avec une grande difficulté, le regard ambré reflétant autant la douleur physique qu'une frustration profonde de ne plus pouvoir assurer pleinement son rôle de protecteur. Les nuits où la douleur s'intensifiait, on pouvait entendre ses gémissements dans toute la maison, tandis qu'il cherchait inlassablement une position plus confortable dans son panier rembourré, espérant un soulagement qui ne venait pas. Michel passait de longues heures à ses côtés, caressant son épais pelage et murmurant des mots de réconfort, comme si cela pouvait alléger la souffrance de son fidèle compagnon. Catherine lui préparait une nourriture spéciale, riche en nutriments pour favoriser sa guérison, et Sophie dessinait chaque jour des cartes avec des messages d'amour pour le meilleur chien du monde. Ce même soir où l'état de Tonnerre se dégrada à cause d'une infection secondaire qui fit monter sa fièvre, un cri angoissé déchira le silence de la forêt, attirant l'attention de tous. Hélène, une jeune maman, s'était perdue lors d'une promenade en pleine nature, victime de la désorientation au milieu de sentiers confus et d'une nature implacable qui annonçait un orage imminent. Hélène venait d'emménager récemment dans la région, attirée par la tranquillité et la perspective d'élever son fils au contact de la nature. Léo, âgé d'à peine 18 mois, était sa joie et sa force pour repartir de zéro après une séparation douloureuse. Son mari l'avait quittée en apprenant sa grossesse. Ce jour-là, elle avait décidé d'explorer un sentier qui lui semblait simple, portant Léo dans un sac spécialement conçu pour bébé. Or, ce qui aurait dû être une balade paisible se transforma en cauchemar, lorsqu'un changement brutal de météo amena des vents violents et une pluie menaçante. Sous l'averse et la terreur qui la saisissait, Hélène se retrouva seule et désemparée, séparée de Léo dont le sourire innocent avait laissé place à un silence dû à la panique. Ambiente. La séparation survint alors qu'elle essayait de s'abriter sous une formation rocheuse. Elle glissa sur le sol boueux, entraînant la chute du sac où se trouvait Léo dans une pente raide, recouverte d'une végétation épaisse. Désespérée, elle tenta de le rejoindre, mais le terrain traître et l'obscurité grandissante rendaient sa quête de plus en plus risquée. Les cris d'Hélène résonnaient dans la forêt, franchissant la barrière de pluie pour parvenir jusqu'aux maisons les plus proches. Dans la ferme des Dubois, Michel se préparait déjà à partir au secours de la personne en détresse lorsqu'il remarqua la disparition de Tonnerre. Le portail à l'arrière, qui donnait un accès direct au sentier menant à la forêt, était entrouvert.
Malgré son état affaibli, le berger allemand avait obéi à son instinct et s'était lancé dans l'obscurité. Impulsivement, Tonnerre, bien qu'il fût blessé, avait été touché par ce cri de désespoir et, mu par une force presque mystique, traversa la nuit et le chaos pour se trouver un nouveau but. Chaque pas était un combat contre la douleur lancinante qui irradiait de sa patte meurtrie. Mais il existait quelque chose de plus fort le poussant en avant. Ce cri portait la même tonalité d'angoisse que Tonnerre reconnaîtrait chez n'importe quel membre de sa famille. Et cela suffisait pour qu'il oublie sa propre souffrance. La pluie trempait son pelage, devenu encore plus lourd, et rendant ses mouvements pénibles. La boue s'infiltrait entre ses doigts, aggravant l'inconfort de sa blessure non cicatrisée. Malgré tout, Tonnerre avançait, guidé par ses sens aiguisés, et une détermination qui dépassait l'entendement humain. Son flair, bien que diminué par l'humidité ambiante, parvenait à capter des effluves fugaces qui le dirigeaient sur la bonne piste. Quand il trouva Hélène, le berger allemand ne montra aucune hésitation quant à l'aide qu'il souhaitait apporter. Il s'approcha avec un mélange de détermination et d'infinie compassion, comme pour lui rappeler que l'espoir existait encore, même dans les circonstances les plus hostiles. La jeune mère, d'abord effrayée par l'apparition subite d'un grand chien, devina presque aussitôt les intentions bienveillantes dans son regard ambré. Une communication silencieuse s'établit entre eux, une compréhension mutuelle qui transcendait toute barrière entre espèces. « Mon fils, je vous en supplie, aidez-moi à retrouver mon fils », sanglota Hélène, s'accrochant au pelage trempé de Tonnerre qui resta immobile, comme s'il savait qu'elle avait besoin de ce bref réconfort. C'était comme s'il percevait la gravité de ses paroles, l'urgence de sa demande. Sans perdre une seconde, Tonnerre porta de nouveau son attention sur l'obscurité de la forêt, poussé par l'impérieuse nécessité de retrouver l'enfant. Le berger allemand huma l'air, débusquant quelques traces olfactives laissées par Léo, encore perceptibles malgré la pluie battante. Il poussa un aboiement décidé, indiquant à Hélène une direction à suivre. Celle-ci le talonna tant bien que mal, vacillant à chaque pas sur ce terrain accidenté. Tous les quelques mètres, Tonnerre se retournait pour vérifier que la maman éperdue le suivait. Lorsque la pente se faisait trop raide, il repérait des chemins plus accessibles, révélant une intelligence qui dépassait le simple instinct. Alors que les vents mugissaient et que les feuillages s'agitaient sous la tempête, Tonnerre progressait, prudemment, surmontant la faiblesse imposée par sa blessure et faisant fi de la douleur afin de mener à bien sa mission de sauvetage. À chaque foulée, la douleur à sa patte meurtrie redoublait d'intensité, lançant des vagues d'agonie dans tout son corps. Par moments, elle devenait si insupportable qu'il s'arrêtait un bref instant, s'appuyant sur 3 pattes et respirant lourdement, avant de rassembler ses forces pour continuer. Hélène remarqua la souffrance du chien et, malgré son propre calvaire, ressentit une admiration profonde pour l'abnégation de cet être qu'elle connaissait à peine. « Tu es blessé », murmura-t-elle, constatant pour la première fois le gonflement évident de la patte de Tonnerre et sa démarche vacillante. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça. » Le berger allemand ne répondit qu'avec un regard décidé, comme pour dire qu'il n'y avait pas d'autre choix à faire lorsqu'une vie était en danger. Son sens affûté le conduisit finalement jusqu'à l'endroit où Léo, recroquevillé entre les buissons, tremblait et sanglotait, trop choqué pour saisir qu'un grand chien blessé était en train de veiller sur lui. Le bébé était trempé, secoué de frissons, ses lèvres déjà légèrement bleutées annonçant un début d'hypothermie. Le sac avait été arrêté par quelques branches basses, amortissant partiellement la chute et évitant de graves blessures. Mais l'exposition prolongée aux éléments mettait désormais sa vie en péril. Le premier réflexe d'Hélène fut de se précipiter vers son fils, mais Tonnerre s'interposa à dessein. D'abord, elle ne comprit pas cette obstruction inattendue, mais elle saisit vite l'intention du berger allemand quand il aboya avec insistance, attirant son attention sur le sol devant elle. Dans l'obscurité, on distinguait à peine un petit ravin. Une chute à cet endroit aurait pu causer des blessures graves. Tonnerre tentait de lui faire comprendre qu'il fallait contourner l'obstacle pour récupérer Léo en toute sécurité. Réunie avec son fils, Hélène l'enlaça avec tout le désespoir d'une mère passée à 2 doigts de la perte là, plus tragique. Les larmes coulant à flots,
Elle essayait de calmer Léo, qui redoubla de pleurs, comme si le soulagement était aussi intense que la peur. Tonnerre observait la scène de son regard vigilant, ses oreilles aux aguets de tout bruit lointain, que ses compagnons humains n'auraient pu percevoir. La tempête, loin de s'apaiser, redoublait de violence. Des éclairs striaient le ciel, illuminant par instants la forêt et révélant la précarité de leur situation. Hélène comprit qu'il serait trop dangereux de tenter de rentrer à la ville dans ces conditions, surtout avec un bébé en hypothermie et un chien blessé. Il leur fallait un abri. Ce fut encore Tonnerre qui s'en chargea. D'un pas décidé, il entraîna Hélène à travers un dédale de végétation dense, suivant une trajectoire qui semblait avoir été planifiée d'avance. Après une marche harassante, ils arrivèrent à une formation rocheuse qui offrait une protection partielle contre la pluie. C'était une grotte naturelle, assez profonde pour les abriter, sans pour autant être assez vaste pour receler de grands prédateurs. Pendant 3 jours d'affilée, sous la férule d'une météo capricieuse et les menaces de la vie sauvage, Tonnerre consacra toute son énergie à protéger le bébé et sa mère, faisant preuve d'une résistance extraordinaire. La grotte servait d'abri de fortune, mais le froid et l'humidité y étaient constants. Hélène utilisait la chaleur de son propre corps pour réchauffer Léo, mais elle-même luttait contre le froid et l'épuisement. Malgré sa faiblesse, chacun des gestes de Tonnerre dénotait une noblesse admirable, comme si la véritable force ne résidait pas dans la simple robustesse physique, mais dans la volonté de poursuivre sa mission, alors même que chaque fibre de son être réclamait du répit. Il se mit en place un rituel de surveillance, ignorant la fatigue et la souffrance que lui infligeait sa patte blessée, qui présentait de nouveau des signes inquiétants d'infection. Quand la faim devint une préoccupation réelle, c'est Tonnerre qui permit de la surmonter. Grâce à ses aptitudes à la chasse, il réussit à attraper de petits rongeurs qu'Hélène, surmontant ses réticences, dut cuire à l'aide de brindilles et d'un feu rudimentaire qu'elle était parvenue à allumer grâce à quelques techniques apprises dans des reportages sur la survie. « Je n'aurais jamais cru remercier un jour ces émissions », murmura-t-elle en regardant Léo, endormi tout contre Tonnerre, devenu pour lui une véritable source de chaleur vivante. La nourriture, bien que rare et rudimentaire, leur apporta l'énergie nécessaire pour tenir le coup. L'eau de pluie, récupérée dans de petites cuvettes naturelles sur la roche, étanchait partiellement leur soif. Hélène la filtrait grossièrement avec un morceau de sa chemise avant de l'offrir à Léo et à Tonnerre, en conservant pour elle-même le peu qui restait. Dans les rares moments de répit, quand le crépuscule laissait place au silence nocturne, Tonnerre réchauffait Léo en l'enveloppant de son pelage et se positionnait pour le protéger contre tout danger éventuel. Le bébé, d'abord craintif devant un si grand chien, se prit progressivement d'affection pour lui, agrippant de ses petites mains le pelage épais de Tonnerre, en quête de réconfort dans cette chaleur et ce cœur battant si près. Hélène observait cette scène avec des larmes discrètes, un mélange de gratitude infinie et de peur persistante. « Je ne sais pas si l'on nous retrouvera un jour », confia-t-elle une nuit à Tonnerre, comme s'il pouvait saisir la portée de « et ces mots. Mais si tu ne nous avais pas trouvés en premier, je ne veux même pas imaginer ce qui serait arrivé à Léo. » Sa voix se brisa avant d'achever sa pensée. Tonnerre posa doucement sa tête sur ses genoux, ses yeux ambrés plantés dans les siens, dans une sorte de compassion muette. À ce moment précis, transcendant toute différence d'espèce, un lien se forma entre eux, un lien qu'ils n'oublieraient jamais, un lien forgé au cœur de l'adversité, cimenté par une compassion réciproque et un désir commun de survivre. Pendant ce temps, la disparition d'Hélène et de Léo avait déclenché une opération de grande envergure. L'absence prolongée de la jeune femme avait été constatée par Madame Constance, une voisine d'un certain âge qui l'aidait souvent pour garder le bébé. L'alerte fut donnée et très vite, policiers, pompiers et bénévoles se mobilisèrent pour les recherches. La ville vivait dans un mélange d'angoisse et d'espoir, tandis que la rumeur de l'acte héroïque de Tonnerre se répandait comme une traînée de poudre, après que Michel eut rapporté la disparition du chien et son possible lien avec les cris entendus le soir de l'orage. Les habitants, jusque-là habitués à accepter les dangers de la forêt,
se trouvèrent animés d'un élan de solidarité sans précédent dans l'histoire de leur petite communauté. La forêt, d'ordinaire admirée pour sa beauté paisible, révélait désormais son côté le plus sauvage. Les mauvaises conditions climatiques rendaient les recherches difficiles et érodaient l'optimisme général. Chaque heure qui passait diminuait les chances de retrouver les disparus vivants, compte tenu de la présence d'un bébé vulnérable et du froid mordant qui s'intensifiait la nuit. La famille Dubois s'était jointe aux efforts. Michel, en tête, dirigeant un groupe de bénévoles familiers avec les environs. Catherine avait transformé sa cuisine en poste de ravitaillement, préparant des repas pour les équipes de secours. Sophie, de son côté, passait des heures à dessiner des cartes improvisées où elle imaginait des lieux potentiels où Tonnerre aurait pu emmener la dame perdue et le bébé, et se basant sur les histoires racontées par son père au sujet des endroits préférés du berger allemand dans la forêt. Hélène, malgré l'épuisement et les instants de panique où elle ne pouvait s'empêcher d'envisager le pire, ne se laissait pas abattre. Forte de quelques notions de repérage apprises dans des livres, elle identifia la direction de la ville en se fiant à la position du soleil quand la pluie se calmait. Aux rares moments où l'orage laissait un répit, elle s'aventurait hors de la grotte pour marquer les troncs d'arbres avec un caillou tranchant et pour rassembler des matériaux qui pourraient en servir de signaux. « Quelqu'un va venir nous sauver, mon chéri », chuchotait-elle à Léo au fil des interminables heures d'attente, répétant ces mots comme un mantra indispensable pour rester lucide. Nous devons simplement tenir encore un peu. Et tous trois tenaient bon, unis par un concours de circonstances exceptionnelles, affrontant ensemble chaque nouvelle épreuve avec une détermination née de leur vulnérabilité commune. Le véritable test arriva au cours de la nuit du 3e jour, lorsque l'abri qui les préservait commença à présenter des signes de danger. Les pluies soutenues avaient détrempé les sols, augmentant le risque de glissement de terrain. Tonnerre, qui perçut le péril avant Hélène, la réveilla d'un aboiement urgent. Il était agité, faisant des allers-retours entre l'entrée de la grotte et la mère encore à moitié endormie, comme pour la prévenir qu'il devait partir sans attendre. Hélène hésita. L'idée de quitter la seule protection qu'ils avaient retrouvée, qui plus est en pleine nuit, lui paraissait insensée. Mais l'insistance de Tonnerre était sans équivoque, et elle avait appris à faire confiance à ses instincts. Très bien, finit-elle par céder, récupérant ses rares effets. Je te suis. Il n'avait pas fait 50 mètres qu'un grondement retentissant confirma la justesse de l'intuition de Tonnerre. Une partie de la colline s'effondra dans un fracas de pierres et de terre, condamnant l'entrée de la grotte. Hélène observa la scène avec horreur, consciente qu'une fois de plus, elle devait la vie à l'instinct affûté de son protecteur improbable. Privée d'un abri décent, cette nuit-là fut la plus rude. La pluie, moins violente que les jours précédents, continuait néanmoins de tomber par intermittence. Hélène improvisa un abri en utilisant des branchages et des feuillages, dont l'efficacité restait limitée. Tonnerre s'arrangea pour offrir le maximum de sa chaleur à Léo, dont la faible résistance commençait à céder. Le bébé montrait des symptômes inquiétants d'infection respiratoire. La fièvre de Léo se révéla vite inquiétante. Hélène mouillait ses lèvres avec de l'eau de pluie, impuissante à soulager son fils avec des médicaments introuvables dans ces conditions. Tonnerre, comme conscient de l'urgence de la situation, ne s'éloignait pas d'un pas, léchant, parfois le visage de l'enfant dans un élan instinctif qui semblait étrangement le calmer. Chaque seconde comptait, et l'atmosphère devenait toujours plus oppressante à mesure que le temps s'écoulait, renouvelant sans cesse l'espoir d'un sauvetage. Hélène s'efforçait de rester positive, persuadée que ce nouveau matin qui se lèverait signerait leur découverte. Tonnerre, malgré son état de plus en plus alarmant, veillait comme un gardien infatigable, attentif au moindre son, au moindre mouvement dans l'obscurité. La forêt, témoin impassible de leur calvaire, était à la fois un lieu de grand danger et de gestes d'altruisme inouïs. Entre les arbres centenaires et les bruits de la vie sauvage, se jouait une histoire de survie et de solidarité qui marquerait la mémoire de la communauté pour toujours. Au matin du 3e jour, tandis que les équipes de recherche se préparaient pour une nouvelle journée d'exploration, l'un des chiens pisteurs des pompiers, un labrador doré nommé Rex,
capta enfin une piste prometteuse. Exalté par l'odeur d'un vêtement d'Hélène que Michel avait donné pour l'aider, le chien aboya et s'élança avec détermination, comme s'il invitait les secouristes à le suivre. Michel, qui avait insisté pour se joindre à ce groupe en particulier, sentait son cœur s'emballer entre la peur et l'impatience. Finalement, à l'aube du 3e jour, l'équipe de secours trouva le trio improbable. Tonnerre, épuisé, mais toujours alerte, montait la garde auprès de Léo, endormi en sécurité contre lui. Ce fut un moment riche en émotions. Les aboiements de Rex alertèrent Tonnerre, qui répondit par un long hurlement, semblant conscient que son rôle touchait à sa fin. Hélène, entendant des voix humaines, éclata en sanglots de soulagement, serrant Léo encore, plus fort contre elle en murmurant des remerciements assurés. « Nous sommes là, aidez-nous, je vous en prie !» cria-t-elle, la voix cassée par l'épuisement, chargée de l'urgence de la survie. Les premiers à les rejoindre furent Michel et le pompier qui pilotait Rex. La scène qu'ils découvrirent était à la fois déchirante et extraordinaire. Hélène, épuisée mais toujours protectrice, serrant Léo fiévreux dans ses bras, et Tonnerre, amaigri et la plaie visiblement infectée, mais demeurant fier et déterminé à ne pas abandonner son poste. « Tonnerre !» La voix de Michel se brisa en voyant dans quel état se trouvait son fidèle compagnon. Le berger allemand le reconnut instantanément, mais, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, ne se jeta pas vers lui. Il regarda, tour à tour, Michel et Léo, comme s'il cherchait la confirmation qu'il pouvait quitter son poste de sentinelle, seulement quand il serait sûr que l'enfant était sauvé. Ce n'est qu'une fois que les secouristes eurent pris en charge Hélène et Léo, que Tonnerre consentit à baisser la garde, avançant vers Michel d'un pas incertain, trahissant le niveau extrême de son épuisement. « Tu es incroyable. »« Mon vieux » murmura Michel en s'agenouillant à ses côtés pour une étreinte prudente, évitant les parties douloureuses. « Tu leur as sauvé la vie. » Le sauvetage vira immédiatement au transport d'urgence. On stabilisa Hélène et Léo sur place avant de les acheminer sur des civières adaptées au terrain. Tonnerre, initialement réticent à s'en séparer, suivit toute l'opération du regard jusqu'à ce que, à bout de force, il accepta de se laisser porter par Michel pour rentrer chez eux. Dans le petit hôpital de la ville, les médecins confirmèrent qu'Hélène souffrait de déshydratation aiguë, d'épuisement et d'hypothermie légère, des maux qui se soignaient sans laisser de séquelles définitives. Léo, en revanche, préoccupait davantage. La pneumonie en cours de développement exigeait des soins intensifs, et il fut transféré en unité de soins néonatales pour y recevoir un traitement adapté. Tonnerre fut conduit chez le vétérinaire local, le docteur Martin, un homme à l'expérience reconnue, qui manifesta à la fois de l'admiration et de l'inquiétude en examinant le chien. Il a littéralement lutté contre la mort pour les protéger, déclara-t-il, notant la gravité de l'infection et l'état de faiblesse extrême dû à ses jours d'efforts sans alimentation correcte. Nous allons tout faire pour lui sauver la vie, mais il faut vous préparer à ce qu'il puisse ne pas... Michel l'interrompit d'un geste net. Il s'en sortira, affirma-t-il d'une voix ferme. Il n'a pas enduré tout ça pour abandonner maintenant. Catherine et Sophie, venues elles aussi à la clinique, acquiescèrent en silence. La famille resta au chevet de Tonnerre pendant les premières heures critiques du traitement, lui offrant la seule chose qu'ils pouvaient lui donner, leur présence, tandis que les médicaments combattaient l'infection qui menaçait sa vie. Cette scène, pleine d'émotion et de signification, changeait la tragédie en symbole de dépassement, touchant profondément les habitants de la ville. Ce qui avait d'abord ressemblé à un drame potentiellement funeste se mua en une histoire d'héroïsme insoupçonné, de solidarité collective et de liens indestructibles tissés dans les circonstances les plus improbables. Au cours des jours qui suivirent, alors que Léo répondait bien au traitement et qu'Hélène retrouvait progressivement ses forces, un flot ininterrompu de visiteurs défila à la clinique vétérinaire pour voir Tonnerre. Des gens qui ne connaissaient même pas la famille Dubois s'y rendaient pour témoigner leur admiration envers le berger allemand, dont l'altruisme défiait, selon eux, la notion même d'humanité. Les enfants déposaient des dessins représentant Tonnerre en super-héros à cape. Les plus âgés racontèrent des anecdotes sur d'autres chiens ayant marqué leur vie par des actes extraordinaires de loyauté. Quant aux journalistes locaux, puis nationaux,
Il se pressait pour interviewer ceux qui souhaitaient raconter la formidable odyssée d'un animal qui, dans un monde souvent accablé par de mauvaises nouvelles, redonnait la foi en la compassion interespèce. 2 semaines après le sauvetage, lorsque Léo fut autorisée à sortir de l'hôpital et qu'Hélène put enfin ramener son fils chez elle, elle choisit de faire un détour par la clinique vétérinaire. Tonnerre, encore faible mais montrant des signes évidents de rétablissement, redressa la tête à l'instant où il perçut l'odeur du bébé et de la mère qu'il avait sauvé au péril de sa vie. « Bonjour mon héros », dit doucement Hélène en s'approchant du panier où reposait le berger allemand. Léo, dans ses bras, s'exclama de joie dès qu'il reconnut le chien et tendit ses petites mains en sa direction. « Je ne pourrai jamais te remercier assez pour ce que tu as fait. Tu nous as offert une seconde chance. » Ces mots, bien que simples, étaient lourds de la gratitude la plus sincère. Ce chapitre de la ville devint un témoignage permanent qu'au creux de la douleur et du danger, la vraie force réside dans la compassion et la volonté de veiller sur l'autre, ravivant l'espoir. Chez ceux qui croient encore qu'un simple acte de bravoure est capable d'illuminer l'obscurité la plus profonde. Des spécialistes du comportement canin s'exprimèrent dans les médias, expliquant l'instinct protecteur des chiens et leur aptitude étonnante à sentir la détresse humaine. Mais pour les habitants de la ville, l'histoire de Tonnerre allait bien au-delà de toute explication scientifique. En plus d'avoir sauvé une vie, cet événement redéfinissait aux yeux de tous la valeur du sacrifice et la puissance de la fidélité, inscrivant une leçon indélébile. Même blessé, le cœur d'un protecteur pulse avec la force de 1000 existences. Lorsque Tonnerre put enfin sortir de la clinique vétérinaire, il retrouva la ferme des Dubois en véritable célébrité locale. Mais la plus belle des récompenses, à ses yeux, était la visite régulière d'Hélène et de Léo, devenue comme une extension de sa propre famille. Le temps passa, soignant les blessures physiques et émotionnelles. Tonnerre ne retrouva jamais complètement l'usage de sa patte arrière, gardant une légère boiterie comme souvenir impérissable de ses jours de survie dans la forêt. Pourtant, cette limitation n'entrava en rien la noblesse de sa présence, ni l'immense respect qu'il inspirait à quiconque avait entendu son histoire. 1 an après l'incident, la mairie de la ville inaugura un petit monument sur la place principale. Une statue de bronze représentant un berger allemand vigilant, sur laquelle figurait l'inscription « À Tonnerre et à tous les héros silencieux dont le cœur ignore les limites ». Lors de l'inauguration, Léo, alors âgé de 2 ans et demi, s'approcha d'un pas hésitant de la statue, la touchant avec la même révérence qu'il témoignait à chaque visite dominicale rendue à Tonnerre. Hélène, les yeux brouillés de larmes, repensait à cette incroyable série de coïncidences qui avait transformé sa tragédie annoncée en un récit d'espoir. « Sans ce chien extraordinaire », confia-t-elle à Michel lors de la cérémonie, « je n'ose imaginer ce qui aurait pu nous arriver dans cette forêt. » La reconnaissance dans sa voix était palpable, résonnant avec tous ceux qui connaissaient les détails de leur épreuve. L'exemple donné par Tonnerre engendra des retombées concrètes. Les pompiers locaux mirent en place un programme de formation de chiens de recherche et de sauvetage, avec une section spéciale dédiée à la mémoire du berger allemand. Les écoles intégrèrent à leur programme des cours sur le lien entre humains et animaux, s'appuyant sur l'exemple de Tonnerre pour illustrer l'empathie, le courage et l'esprit de sacrifice. Hélène, dont l'expérience douloureuse éveilla une vocation jusqu'alors insoupçonnée, se lança dans des études d'infirmière, animée par le désir de rendre à autrui les soins dont elle avait elle-même bénéficié. « Je veux être pour quelqu'un ce que tant de gens ont été pour Léo et moi dans nos jours les plus sombres », expliquait-elle à qui lui demandait pourquoi ce choix. La famille Dubois connut également de grands changements. Inspirée par la dévotion de Tonnerre, Michel développa son petit élevage de bergers allemands, en insistant particulièrement sur leur caractère et leur aptitude à l'assistance et à la thérapie. Catherine, de son côté, commença à écrire des livres pour enfants, inspirés des aventures de Tonnerre, et versait les bénéfices à des associations de protection animale. Sophie, marquée par la pureté de cette compassion qu'elle avait vécue, déclara à 8 ans qu'elle deviendrait vétérinaire pour soigner des héros comme Tonnerre. Les soirs paisibles, la famille aimait se retrouver sous le vieux porche de la ferme pour contempler la voûte étoilée. Tonnerre, bien que diminué physiquement,
demeurait toujours digne. Parfois, son regard se perdait vers la forêt, comme s'il revivait mentalement ses jours de lutte et de victoire. Alors, Michel passait doucement la main sur sa tête, dans un geste silencieux de compréhension. « À quoi penses-tu qu'il songe ?» demandait parfois Sophie, l'imagination débridée et convaincue que l'animal possédait une sagesse presque humaine. « Je crois qu'il se souvient avoir fait la différence », répondait Michel après un moment de réflexion. « Et peut-être qu'il est prêt à recommencer, si un jour cela devait être nécessaire. » Cette disponibilité au sacrifice, cette inclination à privilégier le bien d'autrui au détriment de son propre confort, définissait Tonnerre non seulement comme un chien exceptionnel, mais aussi comme un modèle dépassant l'espèce canine elle-même. Dans un monde souvent miné par l'individualisme et l'indifférence, son histoire était un rappel puissant de la compassion qui peut briser toutes les barrières. Les saisons se succédèrent, et le récit de Tonnerre passa peu à peu du statut de fait divers à celui de légende locale. Une nouvelle génération d'enfants grandit en entendant parler du berger allemand qui avait bravé ses limites pour sauver un bébé perdu dans la forêt. Certaines versions orales enjolivaient l'histoire, mais l'essence restait la même. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force d'avancer malgré elle. La vraie bravoure ne réside pas dans l'invincibilité, mais dans la persévérance. Face à la douleur, et les liens les plus puissants sont ceux qui naissent dans nos heures les plus vulnérables. Pour Léo, dont la jeunesse s'épanouissait dans l'ombre protectrice de cette histoire, Tonnerre n'était pas un héros lointain, mais une présence tangible, un gardien silencieux dont les yeux ambrés semblaient receler une sagesse ancestrale. Bien trop jeune pour se souvenir de tout ce qui aurait pu lui coûter la vie, il absorbait les récits maintes fois racontés, établissant avec Tonnerre un lien presque mystique. Dans les visites à la ferme des Dubois, devenues un rituel immuable, chaque dimanche, Léo se précipitait vers Tonnerre pour entourer son cou d'une étreinte confiante, comme s'il retrouvait à chaque fois une part de lui-même. Le berger allemand accueillait ces manifestations de tendresse avec une patience inaltérable, autorisant cette familiarité qu'il n'aurait pas tolérée d'autres enfants. C'était comme s'il existait entre eux un pacte silencieux, une compréhension réciproque qui transcendait les mots. Lorsque Léo atteignit ses 5 ans, Hélène commanda un tableau spécial pour marquer l'événement. On y voyait son fils endormi, blotti contre Tonnerre, comme pendant les nuits passées à lutter contre le froid implacable de la forêt. L'artiste local, témoin de l'histoire de Tonnerre, capta avec délicatesse la nature profonde de ce lien. Plus qu'une relation de sauveur à protéger, c'était la rencontre de 2 âmes liées par des circonstances exceptionnelles. « Pourquoi aimes-tu autant Tonnerre ?» lui demanda un jour un camarade de classe, intrigué par ce chien déjà bien âgé qu'il considérait comme un mythe vivant. Léo réfléchit avant de répondre avec la simplicité candide de l'enfance, « Parce que c'est lui qui m'a choisi quand je ne pouvais pas choisir. » Dans ces mots se trouvait peut-être l'héritage le plus précieux de Tonnerre, la capacité de prendre soin d'autrui sans rien attendre en retour, de l'avoir protégé à un âge où il ne pouvait que subir les événements. Cette leçon de dévouement pur forgerait le caractère de Léo dans les années à venir. Quand, inévitablement, le temps commença à exiger son tribut sur Tonnerre, les Dubois et Hélène s'unirent pour le choyer durant ses derniers jours. Ses mouvements, déjà limités, devinrent plus difficiles, au point qu'il lui fallut de l'aide pour se lever. Malgré cela, sa dignité n'en fut jamais altérée. Son regard conservait la même intensité, comme s'il savait que tout cela n'était que l'ordre naturel des choses. Par un après-midi d'automne doré, alors que les feuilles jonchèrent la cour en un tapis coloré, Tonnerre s'étendit sous son arbre favori, celui dont les racines avaient vu maintes fois ses siestes. Michel, qui le connaissait par cœur, remarqua aussitôt ce changement dans son attitude, un calme presque solennel. Un bref appel téléphonique, chargé de gravité, réunit Hélène, Léo et le docteur Martin autour de lui. Tous pressentèrent la raison de ce coup de fil. Le moment des adieux était venu. Rassemblés autour de Tonnerre, chacun exprima à sa façon sa gratitude et son amour. Sophie orna son pelage de petites fleurs sauvages. Pour qu'il soit beau pour son voyage, Catherine fredonna doucement la chanson qu'elle chantait autrefois pour rassurer Tonnerre lors des soirs d'orage.
Michel, silencieux, maintint une main sur son dos pour lui signifier qu'il n'était pas seul. Hélène, agenouillée près de la tête du berger allemand, laissa libre cours à ses larmes et à ses remerciements. Léo, comprenant à sa façon la gravité de l'instant, posa sa petite main là où se dessinaient toujours les deux oreilles de Tonnerre, pile à l'endroit où il avait tant de fois posé sa paume. « Merci de m'avoir retrouvé », dit-il d'une voix claire, malgré les larmes qui perlaient à ses paupières. « Je ne t'oublierai jamais. » Alors, dans un ultime effort, Tonnerre releva légèrement la tête pour plonger son regard dans celui de l'enfant qu'il avait autrefois sauvé. Ses yeux ambrés, malgré le voile de l'âge, gardèrent la même étincelle de détermination et d'affection. C'était comme une reconnaissance réciproque, un adieu silencieux, le sentiment que tout s'achevait dans la plénitude. Lorsque le docteur Martin confirma finalement ce que tous savaient déjà, que Tonnerre venait de s'éteindre, il y eut dans ce cercle de proches bien plus que de la tristesse. Il y eut aussi la conscience d'un privilège, celui d'avoir partagé leur vie avec un être aussi remarquable. Ces funérailles, loin d'un moment de deuil traditionnel, devinrent une célébration de l'existence et de l'héritage de Tonnerre. La communauté entière se rassembla pour lui rendre hommage, chacun apportant anecdotes, photos ou souvenirs, tissant ensemble la trame d'un héros inattendu qui avait marqué tant de destins. Sous l'arbre où il avait rendu son dernier soupir, on déposa une stèle de marbre, simplement gravée « Tonnerre, dans ses yeux nous avons vu le meilleur de nous-mêmes ». À côté, Hélène et Léo plantèrent un jeune chêne, symbole de la force et de la longévité du souvenir du berger allemand. Dans les années qui suivirent, tandis que le chêne développait ses racines et s'élevait vaillamment vers le ciel, l'histoire de Tonnerre continua d'inspirer des gestes de solidarité et de courage, bien au-delà de la ville qu'il avait vu naître. Il était devenu pour beaucoup un repère moral, un modèle qui poussait chacun à s'interroger. Qu'aurait fait Tonnerre? Quant à Léo, en grandissant, l'impact fut encore plus profond. Son choix de devenir médecin urgentiste ne devait rien au hasard. C'était la continuité logique des leçons tirées du sacrifice du chien qui lui avait sauvé la vie. « Ma toute première sensation sur cette terre, » expliquait-il souvent, a été ce sentiment de sécurité totale, dû à un berger allemand blessé qui n'a pas hésité un instant à risquer sa vie pour me protéger. Comment aurais-je pu choisir une autre voie? Cette volonté de rendre à la vie ce qu'il avait reçu dans la forêt devint le leitmotiv aussi bien pour Léo que pour Hélène, qui s'était elle-même épanouie dans les soins infirmiers, se spécialisant ensuite dans la prise en charge de victimes de catastrophes ou de traumatismes. Ensemble, mère et fils formaient une équipe redoutable, véhiculant dans chaque mission l'héritage incorruptible de Tonnerre. La ferme des Dubois, modernisée au fil du temps, demeura un sanctuaire de souvenirs et de valeurs transmises de génération en génération. L'élevage de bergers allemands, orienté par Michel, s'était mué en un centre de référence pour la formation de chiens de recherche et de thérapie, axé sur la réhabilitation de chiens abandonnés ou blessés, des animaux qui, à l'instar de Tonnerre, portaient des cicatrices parfois invisibles, mais gardaient intacte leur soif de lien et de service. Fidèle à ses rêves d'enfant, Sophie était devenue vétérinaire, spécialisée dans la rééducation fonctionnelle, et développait des approches novatrices pour améliorer la mobilité des animaux accidentés. Ses recherches s'inspiraient directement de l'exemple de Tonnerre, qui n'avait jamais laissé son infirmité empiéter sur sa détermination ou son immense capacité à aimer. Les livres de Catherine, nés de l'envie de perpétuer la mémoire de Tonnerre, étaient devenus une collection très appréciée des enfants. Traduits dans plusieurs langues, ils illustraient au fil des pages des valeurs universelles comme la compassion, le courage et le respect de toute forme de vie. Ainsi, l'histoire du berger allemand rejoignait un public toujours plus large, et son héritage spirituel se répandait aux quatre coins du monde. Mais le plus grand legs de Tonnerre résidait peut-être dans la manière dont il avait changé, à jamais, la vision de la relation homme-animal dans cette communauté. Auparavant, beaucoup voyaient les chiens comme de simples gardiens ou compagnons. Désormais, les habitants entretenaient une notion plus profonde de partenariat et de réciprocité, prenant pleinement conscience que la capacité de ressentir, de secourir et d'aimer traverse toutes les frontières biologiques. Dans les écoles, on étudiait l'histoire de Tonnerre.
non seulement comme un merveilleux conte de bravoure, mais aussi comme un cas pratique d'intelligence émotionnelle animale, invitant les élèves à réfléchir à la conscience des bêtes, à leur empathie et aux responsabilités éthiques qui en découlent. Chaque année, à la date anniversaire du sauvetage de Léo, la ville organisait la Journée de Tonnerre, une fête célébrant non seulement la mémoire du berger allemand, mais aussi l'importance du bien-être animal et la nécessité des interventions de sauvetage responsables. L'événement, d'abord modeste, était devenu un rendez-vous majeur attirant des curieux de la région tout entière, et certains même de plus loin, touchés par l'histoire ou motivés par les valeurs qu'elle portait. C'est lors de l'un de ces festivals, alors que Léo était déjà un jeune médecin établi, qu'il fit la connaissance de Mariana, une biologiste spécialisée dans la cognition et le comportement animal. Leur rencontre fut facilitée par un chiot trop enjoué de berger allemand, qui s'était brièvement échappé de son enclos, comme si, d'une certaine façon, l'esprit de Tonnerre continuait de veiller à ce que les chemins s'entrecroisent au bon moment. Leur relation, immédiatement placée sous le signe d'un profond respect pour la puissance du lien interespèce, évolua vers un projet de vie commun. Lorsqu'ils décidèrent de fonder leur propre famille, ils s'installèrent justement dans la ferme des Dubois, désormais agrandie et réhabilitée pour accueillir un véritable centre de soins et d'éducation canine. Leur premier enfant fut prénommé Thierry, clin d'œil à la fois à l'étymologie qui, dans certaines cultures, associe le tonnerre à la force brute de la nature et à ce berger allemand qui avait façonné leur destin. Dès son plus jeune âge, Thierry grandit au milieu des chiens, s'épanouissant dans cette familiarité naturelle et joyeuse que conférait l'héritage si particulier dont il était dépositaire. Ainsi, la roue du temps continua de tourner, imposant ces changements inévitables, tout en préservant l'essence de ce qu'avait été Tonnerre. Un monument plus imposant prit finalement la place de la petite plaque commémorative, financée par les dons spontanés de nombreuses personnes que l'histoire avait touchées, de près ou de loin. Le jeune chêne planté par Hélène et Léo était devenu un arbre majestueux, symbole vivant d'un acte de bravoure et d'amour si puissant qu'il continuerait d'éclairer les générations à venir. Parce qu'au fond, c'était cela, le legs de Tonnerre, montrer que la compassion, la plus sincère et l'instinct le plus protecteur, pouvaient faire front contre la fatalité, réveillant la part la plus lumineuse de chacun. Loin des questions de simple survie, son exemple rappelait qu'il existe, au plus profond de nos êtres, un élan capable de braver la peur et la souffrance pour sauver une vie qui nous est chère, un élan qui peut transformer le cours d'une existence et semer des graines d'espoir dans bien d'autres encore.